Pour approfondir un peu plus sur la relation russo-chinoise, le 1er avril, une réunion s'est tenue en visio entre la Chine et la présidente de la Commission européenne. Le but était de dissuader la Chine d'aider la Russie économiquement face aux sanctions occidentales. Le 30 mars, lors d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères chinoises et russes au sujet de l'Afghanistan, Sergei Lavrov a déclaré, et je cite, « Avec vous et d'autres partenaires partageant les mêmes idées, nous avancerons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. » Que pensez-vous de cette déclaration, Romain Bertolino? Alors, bon, juste et démocratique, c'est peut-être un peu compliqué. Une invasion injuste, si tant est qu'il y ait des invasions justes de la part de la Russie sur l'Ukraine, bon, c'est difficile de parler de justice, même si là, ils s'étaient réunis en Afghanistan. On peut supposer que les discussions n'étaient pas que sur les questions afghanes. En ce qui concerne le caractère démocratique, c'est évidemment aussi à discuter. Je pense qu'on est assez d'accord, on est tous assez d'accord pour dire que les démocraties occidentales, et notamment américaines et européennes, ne sont pas parfaites. Elles sont imparfaites. Il y a encore du progrès à faire dans certains domaines. Maintenant, je pense que on est tous aussi assez d'accord pour dire que la Russie et la Fédération de Russie et la République populaire de Chine ne sont pas ce qu'on peut appeler des démocraties, ils en sont eux-mêmes tout à fait conscients. Donc je pense que cette partie, on est purement dans de la communication. En revanche, si je reprends les termes précédents, donc vous parliez d'intérêt et je crois de valeurs aussi en commun et un monde multipolaire. Alors, ce qui est vrai, c'est que la Chine et la Russie partagent des intérêts en commun. Ça, c'est évident. Pour revenir aux mentions précédentes, le simple fait que ce ne soit pas toutes les deux des démocraties, c'est plus facile pour travailler, si je peux dire. C'est toujours plus facile de travailler avec un partenaire qui partage nos idées des choses. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, alors le volet multipolaire, ça c'est, je pense alors c'est vrai, ils ont tous les deux intérêt à ce que le monde soit différent, mais en définitive, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le monde ne doit plus être dominé par les Occidentaux et notamment par les États-Unis. C'est surtout ça qu'ils veulent dire en fait. Oui, si un monde multipolaire continue à s'affirmer, évidemment que ça veut dire l'exclusion des États-Unis et des Occidentaux, tout du moins de leur, peut-être pas monopole, mais de leur puissance. Maintenant, ne soyons pas naïfs non plus, quel pays au cours de l'humanité a refusé de prendre un pouvoir qui était, si je peux dire, à sa portée? Très clairement, aujourd'hui, la Chine a le potentiel de devenir la première puissance mondiale. Je pense pas que quelqu'un puisse se dire, même si elle peut atteindre ce statut, elle ne saisirait pas cette opportunité. Pour mettre encore plus l'accent sur le caractère multipolaire, c'est notamment intéressant de voir les activités de la République populaire de Chine dans les enceintes internationales, les enceintes du multilatéralisme. Typiquement les Nations Unies. Nous constatons que de plus en plus, la Chine arrive à placer ses troupes, si je peux dire, à des postes stratégiques à l'ONU, par exemple. Alors, je me permettrai quand même une certaine nuance, qui est que on ne peut pas non plus tout mettre ça sur le dos d'une prise de pouvoir. Objectivement, la Chine est une grande puissance, elle développe ses compétences, ses ressources humaines en matière de droit international, en matière de gouvernance, etc. Donc il faut aussi admettre que la Chine a aussi une légitimité croissante à avoir du personnel dans ces enceintes.
Je pense que c'est important de le préciser. Il n'empêche qu'objectivement, il y a aussi une stratégie de prise de pouvoir. Ça, c'est pour tout ce qui est instance, j'ai envie de dire, traditionnelle du multilatéralisme. Ce qui est important aussi de constater, c'est que la Russie et la Chine sont aussi à l'initiative, et peut-être plus la Chine, sont aussi à l'initiative d'instances nouvelles qui excluent justement les Occidentaux. Alors, je pense que l'exemple le plus parlant, c'est ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui traite de questions sécuritaires avec un prisme eurasiatique. Et dans cette organisation internationale, les Occidentaux ne sont pas présents. Donc ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit. Nous pouvons également évoquer alors les forums Russie-Afrique, par exemple, ou les forums Chine-Afrique, qui, objectivement, excluent aussi les Occidentaux. Donc, ces discours-là, il faut les mettre dans ce contexte qui est important. Notamment la Chine a montré sa volonté d'exclure les Occidentaux. Elle a un lexique qui est très développé en ce sens et qui parfois se base sur des arguments qui sont entre guillemets simples et efficaces, qui sont que regardez les populations dans le monde, regardez les populations occidentales, d'une manière purement quantitative, les Occidentaux sont une minorité. Donc je pense que c'est à travers ce contexte-là et cet angle-là qu'il faut voir ces déclarations. Revenons-nous sur le sujet du réveil, d'une Union européenne de défense. Pour la première fois de son histoire, l'UE a débloqué 450 millions d'euros pour une assistance militaire à un pays voisin. L'Allemagne aussi va doubler son budget militaire pour le porter à 100 milliards d'euros. Quel développement peut-on attendre dans la politique étrangère, de sécurité commune et de défense de l'Europe? Alors, vous l'avez très bien dit, il y a un réveil de l'Union européenne sur ces questions de défense. Si nous prenons un point de vue un peu plus large, et on pourrait par exemple parler plus de boussole stratégique plutôt que d'Europe de la défense, si on traite par exemple des questions liées aux énergies, même à ce niveau-là, on constate effectivement qu'il y a eu un réveil de l'Union européenne. Pour rester sur les questions purement de défense, si je peux dire, on peut aussi évoquer par exemple le Danemark qui légalement souhaite retravailler son appareil juridique, si je peux présenter les choses comme ça, pour justement se donner les moyens juridiques d'être plus actifs dans l'Europe de la défense. Si nous rebasculons sur la partie énergétique, pour rester sur l'Allemagne, on a vu très récemment que le chancelier allemand a fait une petite tournée dans la péninsule arabique pour négocier tout simplement sur les questions d'approvisionnement en gaz. Et même dernièrement, la Lituanie, je crois que c'était il y a quelques jours, 2-3 jours, même pas je crois, qui a ouvertement dit, voilà, à partir de maintenant, on arrête les approvisionnements de gaz russe et nous allons miser sur le gaz naturel liquéfié, les GNL. Donc, tout ça, ce sont des signes qui sont extrêmement importants et qui ont énormément de valeur, parce que le réveil en soi, c'est déjà quelque chose d'important. Là où il faut faire très attention, je pense en revanche, c'est... alors, pardonnez-moi l'expression, mais il faudra faire attention, autant que faire se peut, que l'Europe n'appuie pas sur le bouton snooze de son réveil et ne se rendorme pas une fois qu'elle voit que les tensions, les crises et les conflits purement immédiats se calment, dans l'hypothèse où elles se calment. Donc ça c'est extrêmement important, il faut pouvoir surfer sur cette dynamique. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que si à la base cette Europe de la défense n'avait pas abouti, elle n'a pas encore abouti, mais elle n'avait pas émergé plus tôt, c'est précisément parce qu'il y a déjà des complications dans ce projet-là.
c'est précisément parce que les choses étaient compliquées que ça n'a pas forcément émergé avant. Il y a quelques mois, personne ne s'imaginait que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Donc pourquoi mettre autant d'énergie, d'argent et de temps dans une défense commune qui, en définitive, ne servirait à rien ou pas vraiment? Je grossis évidemment les traits, d'autant plus que l'OTAN est présent en Europe, les États-Unis sont présents en Europe, et que pourquoi construire quelque chose qui, d'une certaine manière, est déjà construite? Donc cette réalité, aujourd'hui, cette peur de la Russie a atteint un niveau significatif, puisque maintenant les Européens sont prêts à se lancer dans des projets, mais de nouveau, il n'empêche qu'il y a certaines complications qui sont une réalité. Déjà, alors si nous restons dans un angle purement de défense, on peut prendre ce projet de tank du futur, par exemple. On peut prendre cette hypothèse où les Français et les Allemands décideraient, par exemple, de construire ensemble un tank, un char. On regarde un peu les interventions françaises de ces dernières années. On réalise que les Français ont un intérêt à intervenir, par exemple, dans certains pays en Afrique où les températures sont extrêmement élevées, où le climat est aride, etc., etc. Donc, la France, lorsqu'elle ira voir un constructeur, tout seul ou avec l'Allemagne, dira très concrètement, probablement, nous avons besoin d'un char qui peut répondre à ces spécificités techniques, etc. Et puis, le ou les constructeurs diront, écoutez, pour ces spécificités, il faut tel matériau, tel matériel, il faut telle compétence, il faut concevoir le véhicule de telle manière, etc. Bref, voici combien ça coûtera. Puis objectivement, l'Allemagne, qui lui voit sa défense à travers le prisme d'une menace russe, et qui voit donc sa défense sur, on va dire, un territoire européen à travers un climat européen, j'ai du mal à croire qu'elle accepterait de payer son char plus cher parce que les Français le voulaient comme ça pour leurs propres besoins. Donc on voit qu'il y a des problématiques qui sont, elles, toujours présentes. Ce réveil n'est pas suffisant et il faut aboutir à des discussions pour passer outre ces complications peut-être techniques, mais qui sont véritablement présentes. Et si nous restons sur... alors si nous reparlons des questions énergétiques, la complication se voit aussi du côté de l'Allemagne. L'Allemagne ouvre des discussions avec les pays arabes sur des questions d'approvisionnement de gaz. Le Qatar, par exemple, a dit « j'ai pas vraiment envie d'augmenter ma production ». Donc la diversification du côté de l'Allemagne fait face à cette complication. Pour les Allemands, ça veut dire aussi ouvrir ou peut-être redynamiser des infrastructures capables d'accueillir ce gaz naturel liquéfié, puisque ça passe par des ports. C'est une logique totalement différente que des pipelines. Et en outre, on voit très bien que la décision de la Lituanie de couper les approvisionnements russes a derrière été argumentée par le fait que depuis la guerre en Ukraine, depuis l'annexion de la Crimée, nous avons décidé d'investir dans un méthanier, ou peut-être plusieurs, je ne sais plus, mais au moins un, dans des infrastructures qui permettent d'accueillir ces approvisionnements, etc. Ce que n'a pas vraiment fait, voire pas du tout fait, la Lettonie et l'Estonie, par exemple. Et on voit que eux, leurs arguments sont plus « nous coupons également nos approvisionnements du gaz russe, mais nous, on compte sur nos réserves pour tenir sur le court terme. Mais qu'est-ce qu'il en est sur le long terme ?» Et construire des méthaniers, construire des infrastructures d'accueil de GNL, ça ne se fait pas facilement. Donc, pour résumer, il y a un réveil, il faut l'accueillir avec bienveillance, parce que c'est déjà quelque chose en soi. Maintenant, il ne faut absolument pas s'en contenter. Il faut, autant que faire se peut, surfer sur cette dynamique, collaborer entre autorités européennes pour permettre une cohésion et une discussion saine sur tout
tout simplement comment passer outre les complications. Et dans cette stratégie de défense européenne, vous l'avez déjà évoqué, où se situe l'OTAN? Et l'élargissement de l'OTAN à l'Est reste-t-il à l'ordre du jour? Alors, c'est peut-être plus compliqué pour l'OTAN de s'ouvrir maintenant à l'Ukraine. Ça a déjà été, et maintenant ça l'est sûrement plus. Maintenant, alors, s'ouvrir à l'Est, mais ça veut dire aussi nord-est. Donc je pense que vous parlez également de la Finlande et de la Suède. Alors, objectivement, l'OTAN a gagné en visibilité et en crédit en Europe du fait de la guerre en Ukraine. Les choses ne sont pas encore actées politiquement, évidemment, mais le simple fait que dans des sociétés où les démocraties sont aussi abouties, donc les sociétés finlandaises et suédoises, le simple fait qu'il y ait des débats, des échanges, des discussions au niveau de la société sur cette, voilà, est-ce qu'on devient membre ou pas, est-ce qu'on souhaite devenir membre de l'OTAN, déjà en soi c'est aussi un symbole important. Maintenant, ce qui est évident aussi, c'est que les États-Unis n'ont pas intérêt à trop, à trop passer de temps en Europe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le rival systémique des États-Unis, c'est la Chine. Les États-Unis souhaitent être présents surtout en Indo-Pacifique et notamment potentiellement être prêts à protéger Taïwan de la République populaire de Chine. Donc les États-Unis, et évidemment l'OTAN à travers les États-Unis, ont tout intérêt à ce que les Européens savent aussi se défendre tout seuls. Donc, paradoxalement, le gain de visibilité que peuvent avoir les Européens, le gain d'intérêt que peuvent avoir les Européens vis-à-vis de l'OTAN n'est pas contradictoire avec le gain d'intérêt qu'ils peuvent avoir dans une Europe de la défense, et dans un système de manière générale autonome. Ce qui devrait, dans ces configurations-là, encore une fois, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, mais à travers ces configurations, on peut tout à fait imaginer un système à travers lequel l'OTAN et, encore une fois, ce qu'on appelle l'Europe de la défense, si tant est qu'on puisse le définir facilement, peuvent être complémentaires. Ça a d'ailleurs toujours été, peut-être pas toujours, mais ça a surtout été les intérêts de la France. La France n'a jamais voulu, par exemple sous Macron, se désengager totalement de l'OTAN. La vision de la France de l'Europe de la défense n'est pas une vision qui exclut l'OTAN. Il faut vraiment imaginer ça comme une complémentarité. Évitons évidemment les redondances entre les forces otaniennes et les forces de l'Europe de la défense, mais ne sont pas mutuellement exclusifs. Ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Les personnes qui sont sur le terrain, et parmi eux les diplomates, évoquent toujours à leurs partenaires européens que la France ne souhaite pas se désengager de l'OTAN, qu'il faut vraiment voir ça d'un point de vue complémentaire. Même si, voilà, dernièrement, il y a quelques temps maintenant, Emmanuel Macron parlait d'une mort cérébrale de l'OTAN. Bon, si on exclut ces coups un peu médiatiques, sur le terrain, la France a tout intérêt à rester, tout du moins sur le court terme et moyen terme, dans l'OTAN, et en même temps à développer une Europe de la défense qui, alors je risque de me répéter, mais je pense que c'est vraiment important de le dire, qui a pour objectif d'être complémentaire et pas d'écarter l'autre. Et cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est-elle une guerre idéologique entre deux modèles de société ou simplement une guerre territoriale? Alors, je pense que, en fait, comme toutes les guerres, il y a toujours une part entre guillemets, d'intérêt pragmatique et une part de valeur, donc d'idéologie. On l'a vu au cours de l'histoire. Là, très concrètement, sur la guerre en Ukraine, ce que l'on a pu constater, c'est que la Russie a par exemple instrumentalisé l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la slavité,
L'histoire de l'Ukraine, Vladimir Poutine a évoqué le fait que l'Ukraine, en fait, ça ne serait pas un vrai pays, qui n'aurait pas de légitimité, que la nationalité, le peuple ukrainien en soi, ça ne voudrait rien dire. Donc il y a toujours une part d'idéologie. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est important pour mobiliser les populations, les sociétés civiles, les troupes. En tant qu'être humain, on pense avec notre cerveau, on pense aussi avec notre cœur. Le gain purement pragmatique des intérêts, comment dire, ça motive d'une certaine manière que le cœur ne peut pas motiver, et inversement, le cœur motive d'une certaine manière que le cerveau ne peut pas motiver. Donc, objectivement, les choses sont complémentaires, et je pense qu'il faut les voir en ce sens. Là où, en revanche, je pense qu'il est important de mettre l'accent, c'est sur le fait que s'il y a une idéologie qui est mise en avant dans cette guerre, et si nous nous retrouvons avec un schéma Russie-Occident, donc on pourrait extrapoler en Est-Ouest, je pense qu'il ne faut pas évoquer est-ce qu'on serait dans une nouvelle guerre froide, par exemple, etc. etc. Les systèmes sont totalement différents. Nous sommes maintenant, alors on a pu un peu l'évoquer, vous l'aviez évoqué dans une question précédente, on est même déjà rentré, nous développons dans un monde qui est qualifié de multipolaire. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est l'Inde. L'Inde on aurait aimé, les autorités occidentales auraient aimé que l'Inde sanctionne également la Russie, ce qui n'est pas possible puisque l'Inde est encore très fortement dépendante de la Russie sur les questions énergétiques, sur les questions d'armement. Mais en même temps, en ne sanctionnant pas, ou tout du moins ne blâmant pas la Russie étant pas un allié puisqu'il n'y a pas d'alliance, mais étant assez proche de la Chine qui elle-même est un rival de l'Inde, on pourrait se dire c'est un peu compliqué tout ça. Mais c'est la réalité du monde actuel, un monde multipolaire qu'il faut avoir à l'esprit. Dernière question. Quelles leçons géopolitiques peut-on tirer de cette guerre? Il y a énormément de leçons. On a vu quelques-unes. Typiquement le réveil de l'Union européenne, une montée en visibilité, un regain de visibilité, si je peux dire, de l'OTAN en Europe, une forme d'émancipation, si je peux dire, de l'Ukraine, ou tout du moins peut-être pas la naissance, mais voilà, le développement d'une nation ukrainienne. Je pense que ce qui est intéressant aussi à avoir à l'esprit, c'est ce qu'il en est d'une guerre de haute intensité. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qu'on appelle une guerre de haute intensité. Alors ça n'engage pas, la Russie et les États-Unis, par exemple, donc il y a toujours des niveaux dans ce qu'on appelle la haute intensité, mais ça reste une guerre de haute intensité. Nous avons vu que les sociétés civiles se sont engagées, même si ça a été beaucoup moins présent que prévu. Il y a quand même ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire au-delà de la guerre plus traditionnelle avec grosso modo des hommes qui se tirent dessus, il y a aussi la question du cyber, par exemple. Donc tout ça, cette guerre amène énormément d'éléments nouveaux qui est observé par tous les acteurs de la planète, notamment les États-Unis, mais également la Chine. Qui est en train de tirer un certain nombre de leçons de cette guerre. Je pense que la Chine a compris que la puissance militaire ne fait peut-être pas tout. Les Taïwanais en sont peut-être d'ailleurs ravis. La Chine a également vu que, comme vous l'évoquiez, qu'il y a une sorte de nouvelle union entre les Occidentaux, même si on est sur le court terme, voyons ce qu'il en est sur le long terme. Voilà, ça je pense que ce sont des leçons géopolitiques à avoir à l'esprit. Et ce qui est important aussi, je pense en conclusion, c'est de mettre en avant le fait que à l'avenir, différentes situations
différents événements peut-être ponctuels sur le court terme ne doivent pas nous occulter les dynamiques qui, elles, s'enclenchent sur le long terme. Par exemple, bon, les États-Unis et l'Australie nous ont fait une belle surprise, si je peux dire, par rapport à l'Alliance AUKUS et par rapport au contrat des sous-marins, français de Naval Group. Il est tout à fait possible qu'à l'avenir, lorsque des tensions se seront apaisées et lorsque les pressions du danger commun se seront apaisées, que les intérêts un peu plus ponctuels, un peu plus court-termistes ressurgissent, et il n'est pas du tout impossible que la France puisse, et les Européens puissent non seulement subir de nouvelles mésaventures comme la question des sous-marins, mais potentiellement en créer aussi de mésaventures vis-à-vis de leurs alliés, et peut-être même entre pays européens. Donc je pense que c'est aussi un élément qu'il faut avoir à l'esprit, qui est que gardons à l'esprit ces dynamiques structurelles qui se développent sur le moyen et long terme, et ne remettons pas tout en question, parce que parfois, à l'avenir, de manière peut-être plus ou moins ponctuelle, sur le court terme, il y a quelque chose qui pourrait nous faire penser l'inverse. Voilà, je pense que c'est important de le mettre en avant, et je pense que c'est notamment important de le mettre en avant sur les questions européennes. Peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, peut-être qu'à l'avenir, les Belges souhaiteront continuer à acheter encore un peu de matériel américain, alors qu'objectivement, on aimerait qu'ils achètent du matériel européen. Voilà, ça sera de nouveau un petit frein, peut-être même un gros frein, mais ne perdons pas à l'esprit ces dynamiques structurelles de nouveau. Je pense que c'est vraiment important, et surtout, autant que faire se peut, les autorités européennes ont intérêt à maximiser la coopération entre eux. Merci beaucoup, Romain Bertolino, d'être venu sur le plateau de Mandarin TV aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt.